Ce soir, nous allons essayer de discuter pas seulement de l'intelligence artificielle, parce que je dirais que ça va faire peut-être un tout petit pan de notre communication de ce soir. Ce soir, essentiellement, nous allons nous entretenir autour de la question du transhumanisme. Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Sommes-nous en train de créer les remplaçants de l'Homo sapiens? En fait, c'était la question, j'allais dire, de provocation qui a été mise sur l'affiche juste pour voilà, permettre aux uns et aux autres de se poser la question. Alors, qui est l'Homo sapiens? Alors, on parle de transhumanisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en quoi un élément peut vouloir venir, si bien vouloir remplacer, je dirais, les êtres humains. Alors, donc, la question constitue, pour ne pas dire une problématique de recherche en quelque sorte. Alors, comme je le disais, c'est mieux se connaître. Le transhumanisme, on va voir que c'est toujours axé sur l'homme. Et l'objectif ici, c'est de voir comment on va davantage mieux se connaître. De façon spécifique, on va avoir les concepts qui tournent autour du transhumanisme que nous allons essayer d'étudier ensemble. Alors, comment la technologie est en train de prendre terrain dans nos vies de tous les jours, comment la technologie est en train de s'imprégner et juste attirer notre attention sur ces aspects-là. Et s'il y a lieu, comment profiter, j'allais dire, des bienfaits de l'intelligence artificielle, des bienfaits de tout ce qui est lié à l'automatisme. Alors, pour mener à bien cette conférence, que je dirais une conférence assez modeste, c'est de définir un certain nombre de concepts. Nous allons travailler à revenir sur un certain nombre de concepts. Après cela, nous allons travailler sur l'évolution de l'être. Et là, c'est quelques informations assez larges pour qu'on puisse, à l'issue de notre communication, se rendre compte que nous sommes dans un processus. Et le transhumanisme vient nous rappeler ce processus de l'évolution, en fait, de l'être humain. Et pour terminer, nous allons vraiment exposer et ensemble réfléchir sur l'être humain face aux avancées technologiques. Alors, sans transition, quels sont les éléments définitionnels que nous allons proposer ici? Je souhaite que nous définissions en premier lieu ce que c'est que le transhumanisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Je ne suis pas allé très loin, non. Si on prend Cambridge Dictionary, Cambridge Dictionary nous dit que le transhumanisme est une théorie. Alors, vous pouvez voir théorie comme courant philosophique, comme courant de pensée, comme de façon une analyse. Donc, c'est une théorie selon laquelle la science et la technologie peuvent en fait aider les êtres humains à se développer et à aller au-delà des aspects physiques que nous voyons, donc le corps physique, et surtout de pouvoir avoir des avancées mentales que les avancées actuelles que nous avons. De façon simpliste, le transhumanisme va être le courant de pensée. Donc, de ceux qui pensent que l'être humain peut utiliser des moyens, de façon générale, des moyens pour pouvoir augmenter sa capacité cognitive, sa capacité de réflexion et pouvoir, pourquoi pas, changer son apparence physique en quelque sorte. Donc, le transhumanisme ici, c'est vraiment, si vous voulez, combinaison de l'être humain actuel et des nouvelles technologies. Comment concilier ça pour permettre, c'est leur objectif, je dirais, à ce que l'être humain soit beaucoup plus fort que l'être humain normal que nous, comme vous et moi, je dirais. Alors, de façon spécifique, on a parlé de transhumanisme comme combinaison homme et technologie. Et la technologie est avancée, je dirais. Et la technologie avancée, c'est beaucoup plus l'intelligence artificielle. Alors, M. Nana a proposé cette définition effectivement de l'intelligence artificielle qui est l'intelligence, si vous voulez, et de nos jours, l'intelligence des machines.
C'est ce qu'on peut dire. Voilà. Ou l'intelligence non humaine, si on va peut-être de façon large. Mais de façon spécifique, on va voir que l'intelligence artificielle ici, c'est une imitation. Donc, pas une opposition en quelque sorte, mais une imitation, un parallélisme qui est en train de se mettre. Comment créer une intelligence qui soit comme, je dis, comme l'intelligence humaine, avec ses différentes capacités ou paramétrage. L'intelligence humaine qui a cette capacité, on l'a vu avec la neuroplasticité, une capacité d'augmentation, une capacité de modification et une capacité de raisonnement ou bien de raison. Et c'est là, en fait, l'élément fondamental de l'intelligence, notre capacité à penser et penser par nous-mêmes de façon, sixième sens, intuitif. Donc, l'intelligence artificielle ici va être beaucoup plus l'intelligence, comme on l'a dit, des machines, mais qui va imiter l'intelligence humaine. Et ça se fait grâce à des machines, grâce à des algorithmes, l'algorithme étant des processus, si vous voulez, de paramétrage, on va le dire comme ça, des processus de paramétrage, et c'est des logiciels. Et je pense que Nagallo a eu raison de le souligner, les différentes inventions, parce que l'intelligence artificielle, c'est de la création grâce à des algorithmes. Et je me suis amusé à utiliser, j'espère que les uns et les autres au moins connaissent certains logiciels qui ont été créés et qui sont en vogue de nos jours. Je prends un exemple ChatGPT. ChatGPT, c'est une application de l'intelligence artificielle qui a plusieurs paramètres et avec une intelligence avec laquelle tu peux même discuter, tu peux causer, tu peux demander conseil et la personne interagit avec toi comme si c'était un être humain. Et ce qui est en fait étonnant, c'est que c'est des intelligences artificielles qui ont les différentes perceptions comme l'être humain. Quelles sont les perceptions? Ça va étonner, comme j'aime le dire. C'est les 5 perceptions que nous avons là. L'intelligence artificielle est en train d'être développée à intégrer ces perceptions-là, jusqu'à intégrer l'intuition, la capacité de réaction automatique de façon intuitive face à tel ou tel élément. Et c'est ça l'intérêt vraiment de l'étude de l'intelligence artificielle ce soir. Donc, le but, en fait, de l'intelligence artificielle, c'est de permettre à l'homme de penser plus vite et de penser plus grand. Pourquoi pas aller au-delà des capacités que nous voyons de nos jours. Troisième définition que je voulais peut-être pour y parvenir, c'est des systèmes, hein, ça j'avais expliqué. Donc, l'intelligence artificielle, il a été noté que a besoin d'un certain nombre de capacités de traitement élevées. Pourquoi je souris? En fait, j'ai toujours dit, donner une information aux gens, mais je ne sais pas si les gens prennent souvent conscience de ça. Si je prends mon téléphone ou si vous prenez votre téléphone, pensez-vous que le prix d'achat de votre téléphone, c'est réellement le prix de la fabrication du téléphone? Vous pensez que le prix, par exemple, vous prenez un téléphone, ça fait 150 000, 200 000 francs. Est-ce que si on va dépiécer ou bien aller fabriquer, même s'il y a la taylorisation qui est là, la fabrication à la chaîne, le bénéfice recherché, ce n'est pas en fait en vendant le téléphone, mais le bénéfice qu'on recherche derrière, c'est la production des données que vous allez générer grâce au terminal. Le téléphone devient les OTP, ça devient un terminal de la capacité de fournir des informations à Internet, de fournir des informations, des données en quelque sorte. Donc, l'intelligence artificielle a besoin d'un certain nombre d'informations, d'une bonne quantité d'informations. Et qui est en train de fournir ces quantités-là? Bonne nouvelle, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, l'intelligence artificielle va condenser pour pouvoir nous fournir en retour une personne, je vais dire entre griffes, une personne
capables de réfléchir plus vite que nous-mêmes parce que ça va devenir quoi? La somme de toutes les intelligences en fait humaines qu'on va condenser ou codifier, mettre dans un seul bloc. Troisième définition pour notre route, c'est vous parlez de la robotique. Pourquoi je veux parler de la robotique? Parce que dans la discussion ou dans la réflexion, nous allons essentiellement en parler un tout petit peu. Alors, on dit que la robotique ici est une activité multidisciplinaire visant en quelque sorte l'étude, la conception, la construction de robots ou plus simplement de machines automatiques. Des automates, c'est des machines qui seront capables de travailler en quelque sorte par eux-mêmes, si vous voulez. C'est des machines qui vont pouvoir être développées par eux-mêmes. Le robot, qui est la machine qui a été créée, la machine qui fonctionne de façon automatique, va en quelque sorte être un ensemble d'éléments, de pièces non biologiques, c'est-à-dire ça peut être peut-être en plastique, en fer, ainsi de suite, mais c'est quand même pas avec, si vous voulez, de la chair, en fait. Maintenant, il va pouvoir être capable de faire un certain nombre d'éléments, tout comme si c'était un être humain. Et je sais que vous allez rencontrer les robots un peu partout. Et la robotique est en fait de nos jours applicable et visible un peu partout. Que vous soyez dans le monde industriel, qui était son domaine de prédilection parce que nous avions en son temps l'objectif de la production à grande masse. Donc, il fallait en fait des machines capables de fonctionner par eux-mêmes et de fonctionner de façon rapide. Donc, que ce soit dans le monde industriel, dans le monde de nos jours domestique, il y a des robots. Actuellement, si vous prenez sur Internet, même ici, nous le voyons tous les jours, hein, vous allez voir qu'il y a des robots qui sont capables de faire le nettoyage du sol. C'est-à-dire, vous prenez le robot, vous programmez, vous prenez la dimension de la maison et c'est au robot de pouvoir faire cela. Si vous partez ailleurs dans les restaurants, vous allez voir que les robots sont là pour pouvoir proposer la nourriture aux gens, donner et ramasser les ustensiles un peu partout. Dans le domaine scientifique, on n'en parle pas. Éducation, oui, il y a existence des robots. Dans le monde médical, la robotique, et nous allons voir que l'un des éléments pensants majeurs pour pouvoir nous proposer l'intelligence artificielle est venu par le volet médical. Et la robotique médicale est assez développée, ce qui va nous permettre de faire un certain nombre d'analyses de croisement. Pourquoi je disais que ça a été très bien développé? Parce que souvent, le diagnostic d'un seul docteur je dirais, n'est pas souvent suffisant pour découvrir telle ou telle maladie. Mais imaginez des millions de docteurs en médecine qui ont fait des analyses et introduit ces différentes données-là au niveau de Internet. Alors, à partir de la robotique ou de l'intelligence artificielle qui sera le croisement en fait de toutes ces informations, de toutes ces données fournies par les différents docteurs, on peut de façon encore plus précise déterminer tel ou tel élément lié à telle ou telle maladie. Donc, le diagnostic va encore être plus, je dirais, fiable et percutant. Néanmoins, il y a quand même des failles de l'intelligence artificielle que nous reviendrons dessus. Le domaine militaire, bon, tout le monde le sait, actuellement, la robotique est dans le volet militaire avec les drones sans pilote, ainsi de suite. Le loisir, les services, les transports. Voilà. Et dans le transport, c'est actuellement en train d'être très, très développé où on est en train de créer des taxis sans chauffeur. C'est-à-dire, vous commandez votre taxi et le taxi vient, vous ouvrez, il n'y a pas de chauffeur, tout est déjà calé. J'ai ri parce que c'est des choses que les gens ne peuvent pas s'imaginer. On se dit non, ce n'est pas possible. Mais vous pouvez avoir l'information, l'expérience est en train d'être menée même. Et ça risque de venir très, 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 très bientôt.
Alors, donc, dans presque tous les domaines, la robotique a été utilisée. Et qui parle de robotique combinée à l'intelligence artificielle va produire encore peut-être des êtres, je ne dirais pas humains, mais des êtres capables de faire de façon automatique certaines choses et surtout capables de perception et pourquoi pas d'intuition. Voilà en fait la question. Et si vous posez souvent la question, et ça nous amuse de poser la question à ChatGPT, alors, tu es un être humain ou bien tu es une intelligence artificielle? Oh, moi, je suis une intelligence artificielle, je ne suis pas comme les autres humains. J'ai dit, bon, c'est quand même des réflexions. Et si un jour, tu te substituais à l'être humain? Et dans le groupe, on a vu toute la discussion autour de la question. Alors, transhumanisme, robotique, et quatrième définition encore, c'est peut-être l'élément l'homo sapiens. Si nous regardons dans le thème, on a demandé transhumanisme, est-ce que c'est le changement ou bien on est en train de créer le remplaçant de l'homo sapiens. Quand on parle d'homo sapiens, ça signifie plusieurs éléments. Sapiens va aller dire une personne sage, donc homo sapiens, c'est homme sage ou bien homme bien informé ou bien l'homme moderne, pour ne même pas dire humain. Et l'homo sapiens, en quelque sorte, ou en un mot, c'est l'être humain de nos jours. Donc, les humains ou les hommes modernes sont en fait des espèces alors, des espèces de primates qui ont été répandus ou qui sont les plus connus de nos jours, si vous voulez. Et si vous voulez encore, c'est la dernière des espèces humaines, si vous voulez, c'est-à-dire le genre humain, le genre homo, parce que nous allons voir l'évolution rapidement de l'espèce homo et nous allons comprendre davantage pourquoi on parle de l'espèce, l'homo sapiens, c'est en fait, si vous voulez, en un mot, nous. Alors, la particularité de l'espèce homo ou bien de l'homo sapiens, c'est sa capacité de marcher sur deux, j'allais dire, vous me permettez, deux pieds. Donc, l'une des caractéristiques quand vous parlez de l'homo sapiens ou de l'homo, c'est la bipédie. C'est la bipédie qui va nous faire différer un peu des autres animaux ou bien des autres mammifères de façon spécifique. Alors, deuxième caractéristique, c'est la grande intelligence. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les homos qui apportent la définition. Ça, c'est un peu ontologique. Est-ce parce que c'est les humains qui sont en train de dire que c'est eux, Homo sapiens, qui sont les plus intelligents, ou bien c'est réellement, effectivement, nous qui avons la grande capacité de réflexion, la grande capacité intelligente. Néanmoins, Homo sapiens, spécificité, absence de poils, bipédie, grande intelligence. Voilà ce que nous allons retenir juste pour la conférence de ce soir. Alors, j'ai proposé une problématique à deux angles. La première problématique ou bien le premier angle que j'aimerais que nous puissions réfléchir, c'est la robotique et l'intelligence artificielle. Qu'en est-il des effets de leur combinaison? Alors, je demande aux uns et aux autres, ceux qui veulent intervenir déjà, de lever la main. Qu'est-ce que vous pensez de la combinaison de tout ce qui est système automatique grâce à l'intelligence artificielle qui est vraiment la présence de plusieurs données, j'allais dire simplement données, et qui est capable de perception, capable de réflexion. Question numéro 1 ou première problématique. La deuxième problématique, c'est le transhumanisme et l'adaptation. Tout de suite, nous allons comprendre que l'évolution de l'être est une évolution que certains ont qualifiée d'évolution adaptative. Une évolution adaptative parce que quand nous prenons l'être humain face à son environnement, que nous allons appeler scientifiquement face à son biotope, on se rend compte que quand le biotope change,
l'être humain est obligé de s'adapter. L'être humain est obligé de pouvoir rester dans le courant pour ne pas disparaître. Et il a été démontré que les autres êtres qui n'ont pas pu s'adapter finissent par trépasser ou bien par mourir entre griffes pour ne pas dire par ne pas exister. Donc, le transhumanisme que nous allons voir, qui est le développement de l'être humain, est-ce que maintenant l'Homo sapiens va devoir s'adapter en devenant des transhumains, c'est-à-dire en intégrant intégralement la nouvelle technologie ou l'intelligence artificielle en nous pour pouvoir augmenter nos capacités, ou bien nous allons devoir rester ainsi et périr. C'est la question en fait de ce soir. Et j'aimerais vraiment vous entendre lorsque nous allons proposer la discussion pour aller dans ce sens. Donc, des éléments définitionnels, nous voyons que l'être humain est face à une évolution. Et l'être humain est face à des éléments que nous allons qualifier de quoi? D'éléments nouveaux. Parce que certainement, il y a peut-être 500 ans ou bien 1000 ans, peut-être, je dis toujours peut-être que ces nouvelles technologies n'existaient pas. Pourquoi je dis peut-être? Parce que je suis tombé sur des recherches comme quoi, en fait, ce que nous sommes en train de découvrir a toujours existé et peut-être même nous n'avons pas encore découvert ce qui existait, la puissance qui existait bien avant. Ben, je ne rentre pas parce que, dans ça ce soir, parce que ce n'est pas l'objet, en fait, de notre conférence. Alors, mesdames et messieurs, parler de l'évolution de l'homme ou bien de l'évolution des êtres humains, nous allons l'aborder sous plusieurs angles. Et ce soir, j'aimerais retenir juste quelques angles, même si néanmoins, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs éléments qui ont pu parler en fait de l'évolution de l'être humain. Premier élément, c'est l'élément du temps, c'est l'élément âge. Et dans l'élément âge ou dans l'élément temps, on s'est rendu compte que l'homme a évolué progressivement en tant qu'australopithèque. Et il y a entre environ 5 millions à 2,5 millions d'années. Donc, il y a entre, si vous voulez, 2,5 millions d'années de derrière à entre 4,5 ou 5 millions d'années même. Donc, en son temps, c'était des êtres appelés australopithèques. Et au fil, en fait, de l'évolution et du changement climatique, ce qui est beaucoup en défini, parce qu'il y a changement climatique, les uns et les autres ont fini par changer. Donc, les australopithèques, il y a certains qui ont péri et d'autres ont pu s'échapper, en fait, de cette évolution et aller migrer dans le volet Homo habilis. Et l'Homo habilis, selon l'historique, dit que non, l'Homo habilis a existé il y a 1,6 million d'années. 1,6 million d'années. Je ne sais pas si les gens sont en train de s'imaginer. Parce qu'un jour, j'étais en train de conduire, j'ai dit, qu'est-ce que, en fait, ceux qui viendront dans 500 ans vont penser de nous? Est-ce qu'ils vont dire que nous aussi, on n'était pas des hommes évolués ou pas? Donc, tout ça là, ça me traversait l'esprit et ça fait quand même rire parce que si nous sommes en train de dire que ces gens-là étaient peut-être des singes et ceci, cela, que diront ceux qui vont venir dans 1000 ans, dans 500 et 5000 ans comme ça? Bon, c'est des questions de réflexion pour nous permettre d'avancer dans notre communication. Alors, il y a eu l'Homo habilis. Après est venu l'Homo erectus ou erectus qui a vécu il y a 300 000 ans. Après cela, il y a le Néandertal. Et entre ces êtres-là, il y a d'autres qu'on va dire des êtres, des génomes, en fait, qui permettent de liaison, si vous voulez, des génomes de liaison. Et il y en a ce qu'on appelle les chromagnons, ainsi de suite. Je n'ai pas voulu rentrer dans cela. Je suis
juste là pour vous montrer que selon l'histoire, il y a une évolution de l'être humain. Et il y a juste 35 000 ans a existé l'Homo sapiens. Et beaucoup pensent que l'Homo sapiens, ou tous ces aspects, notamment jusqu'à Australopithèque, Homo habilis, ont eu historiquement existence en Afrique. Maintenant, les recherches sont en train de trouver que l'Homo sapiens a été aussi découvert un peu partout, pas seulement sur le continent africain. Et il y a l'hypothèse du moins comme quoi l'origine de l'humanité c'est en Afrique, mais les recherches sont en train de se demander si seulement ce n'était qu'en Afrique. Donc, la réflexion, on n'a pas encore trouvé d'ossements ou bien d'ADN qui puisse remonter et plus que ce qui a été trouvé à ce jour et qui soit découvert dans d'autres continents hors Afrique. Mais néanmoins, c'est une information juste pour nous permettre d'évoluer. Il y a aussi une théorie qui a été très bien divulguée et qui est connue un peu de tout le monde, qui est la théorie évolutionniste ou bien la théorie de la sélection naturelle. Et la théorie de la sélection naturelle a été développée par plusieurs auteurs, dont le principal, c'est Charles Darwin. Voilà. Et avec le concept effectivement de la sélection naturelle. Et Darwin a écrit plusieurs documents. Le premier, c'est sur les secrets de l'évolution. Et dans ce document, il ne s'était pas attaqué, ou j'allais dire, il n'a pas affiché, en fait, frontalement de l'évolution de l'être humain. Non, non, il a parlé de l'évolution en général, surtout de l'évolution des êtres. Évoluant dû à quoi? Évolution due à quoi? Évolution due au fait que le biotope, le milieu, le changement du milieu produit un changement, si vous voulez, génétique. Et ce changement génétique-là va conduire à un changement physiologique ou physionomique. Et ce changement physionomique va évoluer jusqu'à créer des branches. Et ce sont ces branches-là qui vont produire ainsi de suite tel ou tel animaux jusqu'aux humains. Donc, on peut se dire que non, l'ADN original ou originaire est une ADN où tout le monde a en fait ce code génétique en son sein. Je me reprends. Selon la théorie évolutionniste, on se dit que non, on vient presque d'un même élément, d'un même point génétique. Maintenant, vu l'évolution, vu les changements, on appelle ça la mutation, vu la mutation génétique, il s'est avéré qu'il y a eu des changements de corps. Alors, et il y a d'autres théories, en fait, qui expliquent aussi, qui viennent soutenir voilà, cette théorie darwinienne, ou bien Darwin a épuisé sa théorie par la combinaison d'autres théories que nous allons peut-être aborder tout de suite. Alors, nous voyons un peu cette théorie qui passe d'une théorie de quoi? De l'an 0 à l'an plus. Donc, de moins à plus. Il y a l'élément facteur temps. Il y a aussi d'autres courants qui ont essayé d'expliquer l'origine de l'humain ou l'origine de l'humanité. Et pas beaucoup plus en termes d'évolution, mais en termes de création. Et là, ça vous rappelle la création avec les écritures dites saintes ou les écritures saintes de façon générale. Et quand on prend les écritures saintes, on va voir que l'évolution de l'être a fait l'objet aussi d'études ou a fait l'objet de notifications. Et pour rappel, si nous prenons dans la Bible, notamment dès les premiers livres de la Bible, que nous allons parler de la Genèse, nous allons voir que la création de l'univers de façon générale a été proposée, mais de façon spécifique, la création de l'homme a été aussi proposée. Et dans la Bible, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une double création. Peut-être que ceux qui ne sont pas adeptes de la Bible ou qui n'utilisent pas la Bible comme un document vont pas vite remarquer. Mais ceux qui utilisent la Bible comme document vont se rendre compte que dans la Bible, il y a une double création.
Quand vous prenez dans Genèse 1, à partir du verset 26, on va voir que Dieu a créé en fait l'homme à son image, selon notre ressemblance. Et l'objectif, c'est qu'il domine si vous voulez, les autres éléments de la nature, notamment l'élément de tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre. Je ne sais pas si les gens font ce regard-là. Donc, Dieu a créé l'homme à son image et il l'a créé homme et femme. Ça, c'est la première dynamique de la création. Si nous rentrons dans la deuxième dynamique, notamment dans le chapitre 2, on se rend compte que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Et on se dit que Dieu ici, en fait, était, si vous voulez, si vous excusez du terme, un potier ou bien quand même un robotique. Un robotique, c'est ceux qui fabriquent les robots. Donc, il a pétri en fait l'être et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, si vous voulez, voilà. Et l'élément vital qui permet en fait de pouvoir vivre. Et selon eux, ou selon la Bible, on se rend compte que la création a été, si vous voulez, ponctuelle. Et à partir de là, l'homme a toujours existé sous son format actuel. Donc, ce n'est pas un format évolutionniste comme chose. Ce qui fait que les théories darwiniennes ou la théorie de Darwin a connu plusieurs vraiment percussions au niveau ecclésiastique ou bien au niveau de l'Église. Nonobstant cela, selon les théories actuelles, on dit non, l'Église n'est pas en train de s'opposer frontalement à ce volet évolutionniste de Darwin, de l'être humain selon Darwin, mais est en train d'expliquer en fait la création de l'homme sous d'autres angles. Il y a la création sous l'angle, si vous voulez, humaine, sous l'angle matériel, et la création sous l'angle essentiel, sous l'angle spirituel. Et je ne suis pas en train de rentrer dedans. Je veux juste attirer l'attention des uns et des autres qui pensent qu'il y a une opposition ou un antagonisme entre la création selon l'esprit religieux et selon l'esprit scientifique. Il n'y a pas, en fait, de prime abord, un antagonisme en quelque sorte. Alors, qui parle de la Bible va rapidement parler aussi du Coran pour que les gens ne pensent pas qu'on est en train de faire cours de religion. On se rend compte aussi que dans le Saint-Coran, il y a des sourates qui ont essayé de travailler ou de parler de la création de l'univers de façon générale, mais de la création de l'être humain de façon spécifique. Et quand nous prenons dans la sourate, si vous voulez, le chapitre ou bien le livre Al-Munimmun, verset 12, à partir du verset 12 à 16, on va voir la création de l'homme. Et il a été dit à partir du verset 12 que, en effet, nous avons, c'est Dieu alors qui parle, créé l'homme, Adam, à partir d'un extrait d'argile. Et qui parle d'extrait d'argile va parler de quoi? De l'eau et de la terre. On se comprend un peu? Alors, donc, selon, en fait, la création dans le Coran, l'être humain serait créé à partir d'argile. Et ça vous permet de comprendre la création, chapitre 2 de la Bible. Création à partir de la terre ou bien à partir de la poussière. Et qui parle de poussière parle d'argile. Donc, ceux qui pensent qu'il y a des documents les documents sacrés sont en train de se fight là. Il n'y a pas de fight entre eux. Hein. C'est peut-être les hommes qui n'ont pas une bonne analyse seulement. Bref, je ne suis pas en train de faire des jugements. Alors, néanmoins, après cela, on s'est rendu compte que dans le Coran, on a donné même l'évolution dans le ventre de la femme de l'être. Comme quoi, par la suite, nous l'avons fait, la progéniture d'Adam, c'est-à-dire l'évolution de l'être après la création, à partir de l'argile, si vous voulez. Après ça, l'évolution a suivi quoi? Une évolution de mélange entre l'écoulement sexuel mâle et femelle. Ça vous permet de voir tout ce que la biologie nous a démontré après quant à la création, voilà, à partir des deux gamètes, gamètes femelles, gamètes mâles. Donc,
l'évolution, et de là, il y a eu le siège dans l'utérus, ainsi de suite. Donc, je sais que vous notez, vous pouvez aller faire vos recherches pour comprendre que dans la Bible et dans le Coran, l'évolution de l'homme a été aussi traitée, et il y a une évolution un peu scientifique qui nous a été même proposée à ce niveau. Alors, pour terminer, on dit, sûrement, vous ressusciterez le jour de la résurrection. Alors, faut-il ici parler résurrection, revenu, comme résurrection, aussi parler dans la Bible? Je ne rentre pas dedans, mais je veux juste vous permettre de voir une évolution peut-être cyclique, comme l'a proposé d'autres philosophies ou d'autres pensées ou d'autres religions. Et je pense ici à l'évolution selon le bouddhisme et à l'évolution selon l'hindouisme. Si vous prenez ces deux philosophies qui ont tendance à se ressembler, mais quand même qui ont des divergences. Et eux aussi, ils ont spéculé un peu sur la création de l'être humain et la création de l'univers de façon générale. Et des deux, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une évolution, je ne dirais pas dualiste, mais une évolution à deux niveaux. L'évolution biologique et à l'évolution mentale ou l'évolution, oui, mentale spirituelle. Et certains sont en train de les mélanger, si bien d'autres aussi spécifient évolution mentale différente de l'évolution spirituelle. Donc, ils ont plus mis l'accent sur ces deux types d'évolution. Selon l'égyptologie aussi, il y a un processus évolutionniste qui a été étudié. Et l'évolution aussi n'en est pas loin de ce qui a été proposé dans les écritures sacrées. Alors, il y a aussi une philosophie qui n'est peut-être pas connue de beaucoup, mais c'est la philosophie gnostique. Et la gnose, c'est en fait l'étude de l'approche de l'univers par la connaissance et rien que la connaissance. Et selon eux, il y a aussi l'homme a évolué et l'homme a surtout, je l'ai dit, surtout sa présence sur Terre a un objectif précis. Et si vous entendez la plupart de ceux qui parlent et qui viennent toujours rappeler ce pourquoi on est là, ont un pensant beaucoup plus gnostique, si vous voulez, ont un pensant beaucoup plus dans cette philosophie, voilà, qui approche l'homme par la connaissance. Et selon eux aussi, ils ne sont pas très, très loin de l'évolution de Darwin, même si ce n'est pas de façon spécifique dans ce sens, parce que selon eux, ils vont approcher l'évolution de l'homme avec quatre niveaux. L'homme évoluant dans le monde, si vous voulez, minéral, l'homme évoluant dans le monde végétal, et l'homme évoluant dans le monde animal, et l'homme évoluant dans le monde humanoïde, humain, c'est-à-dire. Alors, donc, il y a toujours de la spéculation, comme nous venons de le faire, quant à l'évolution de l'être humain. L'objectif de parler de ça, c'est de nous permettre de savoir que tout le processus de l'être humain a toujours été objet de réflexion, a toujours été objet d'analyse. Et alors, ce qui nous permet de savoir que nous sommes quittés à quelque part, en train de cheminer vers quelque part. Et nous avons à nos jours un phénomène qui est là, j'appellerais phénomène, qui est une philosophie, qui est un courant de pensée qu'on va appeler le H+. Voilà. Le logo du transhumanisme, c'est ce que vous voyez là, c'est le H+. Et le transhumanisme, comme on a dit, c'est l'augmentation de la capacité humaine grâce aux outils technologiques, grâce à l'information technologique ou grâce de façon générale à la technologie. Et quand vous parlez de transhumanisme, il y a ceux qui ont l'information ou qui ont déjà entendu parler. Et quand on essaie d'évoquer ça, beaucoup se disent, ah non, ça là, c'est de la théorie. Voilà, c'est du folklore, c'est-à-dire, ce n'est que de la spéculation. Donc, sans donner souvent un caractère sérieux. Cependant, ou je dirais pourtant, de nos jours, nous devons prendre ça au sérieux.
Ceux qui s'intéressent à la biologie vont encore comprendre. Ceux qui s'intéressent à tout ce qui est neurosciences vont encore comprendre davantage. Parce que de nos jours, on est en train de travailler à voir comment on peut augmenter le système de réflexion, la capacité cognitive de l'être humain. Et cette idéologie-là envisage de s'appuyer sur les progrès technologiques actuels pour booster, si vous voulez, l'intelligence humaine. On s'est dit que non, ce que Dieu a créé actuellement là, jusqu'à nos jours là, c'est pas ça. Nous-mêmes là, on doit piquer, on doit augmenter ça, on doit pouvoir agrandir les champs de possibilités de l'être humain. Et c'est ça l'objet ou bien de notre conférence de ce soir, ce qui va vraiment nous permettre de mieux comprendre. Et cette pensée transhumanisme se pose sur des axes. Les trois axes majeurs, en fait, si vous voulez, du transhumanisme là, c'est de quand même amener l'être humain actuel à un être beaucoup plus élevé, sous prétexte que l'être humain naturel est devenu obsolète. Si vous prenez l'être humain actuel, comparativement aux algorithmes ou à l'intelligence artificielle, on se rend compte que l'être humain n'a pas aussi la capacité de réflexion, notamment la vitesse de réflexion que l'intelligence artificielle nous propose. Et pour en découdre avec cela, ils ont fait en fait un exercice ou un jeu de dames avec le plus doué en matière de dames avec une intelligence artificielle. On s'est rendu compte qu'à plus de, je vais prendre un nom, à plusieurs reprises, l'intelligence artificielle a battu l'expert en matière de jeu de dames. C'est un jeu de dames compliqué que j'ai oublié juste le nom. Donc, ce qui fait que je ne suis pas là juste pour donner de façon exacte, mais je peux vous partager l'histoire dans le groupe. Maintenant, c'est à la dernière tranche, pour ne pas dire au dernier jeu, que l'intelligence artificielle a été battue par le plus grand joueur de dames là, en jouant simplement de façon désordonnée sans une méthode. Pour dire que si nous suivons de façon méthodologique ce qui a toujours été proposé, nous ne pouvons pas battre l'intelligence artificielle. Par conséquent, l'homme devient obsolète. C'est la première axe de réflexion qui les amène à vraiment financer le transhumanisme, à vraiment donner beaucoup de moyens aux transhumanistes de pouvoir développer. Deuxième axe, c'est que ils sont en train de voir, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de combiner l'être humain actuel là à la machine? Au lieu que nous sommes là en train de prendre notre ordinateur pour travailler, et si on avait l'ordinateur à nous-mêmes? Je ris pourquoi? Parce que la question, vous utilisez votre tablette, votre téléphone pour accéder à Internet. Mesdames et messieurs, et s'il était capable juste par la simple pensée, d'avoir accès à tout ce qui est information connue dans l'univers, à tout ce qui est information sur Internet. Je ne sais pas si les gens imaginent. Et actuellement, ils sont déjà dans la dynamique expérimentale, pour ne pas dire dans la phase de la réalisation. Et il y a actuellement la possibilité d'installer une puce dans le cerveau pour augmenter cette capacité de réflexion. Ça a été d'abord expérimenté sur des chimpanzés, en fait des animaux. Et on a vu qu'il y a des résultats quand même probants. Et ils sont en train de dire, et si on installait ça sur l'homme? Alors, une fois installé, l'homme serait alors capable, si tu veux, je vais téléphoner, je vois qui, je vais téléphoner M. Nana, je n'ai pas besoin d'utiliser mon téléphone. Non, 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 non. Il suffit de penser, je dis, je me connecte à Nana, par exemple. Et si Nana aussi, peut-être, a travaillé à devenir un transhumain et a cette technologie, il décroche l'appel sans utiliser son téléphone. S'il n'est pas évolué jusqu'à ce niveau, alors, en pensant seulement à M. Nana,
le portable de M. Nana va sonner et M. Nana est en train de communiquer avec moi, avec son téléphone, moi communiquant sans téléphone, juste à partir de la pensée. C'est intéressant. Hein? Est-ce qu'on ne va pas mouvoir rapidement? Donc, de nos jours, les uns et les autres sont peut-être pas d'accord parce qu'on s'imagine qu'est-ce que ça va devenir. Maintenant, il y a quand même des raisons qu'on avance qui permettent aux uns et aux autres d'accepter cette philosophie et de permettre. Nous allons revenir sur ces aspects-là. Donc, on se rend compte qu'il est conscient de penser que, et si on essayait quoi? De dépasser même l'humain actuel. Donc, troisième axe, c'est comment dépasser l'humain actuel. Et c'est actuellement, je veux dire, la tendance, c'est une course effrénée. Il y a une course, en fait, vers la possibilité de la création de l'homme plus que l'homme, du surhumain ou du transhumain, si vous voulez. Et toutes les grandes compagnies sont en train de donner, si vous voulez, de façon terre à terre, les vrais moyens à tous ceux qui sont dans un système de réflexion. Je pense à l'Afrique, qui n'est pas actuellement dans cette dynamique. Mais je suis sûr que beaucoup quand même s'intéressent. Mais cette conférence se veut ce temps de sensibilisation, ce temps d'information pour dire que si vous prenez que ce soit Apple, Apple vient de créer carrément voilà, de la réalité virtuelle. Oh, tu portes et puis tu peux accéder, tu peux manipuler sur ton téléphone, ton ordinateur, tu peux envoyer des messages juste en portant le casque. Donc, l'objectif, selon eux, c'est d'harmoniser, d'améliorer l'homme. Voilà. Augmenter ses capacités physiques et cognitives. Surtout, réduire la souffrance, vaincre la maladie. Et ceux qui ont, les transhumanistes, beaucoup plus évoluant dans le domaine médical, vont aller s'attaquer sur les problèmes génétiques. C'est-à-dire, il y a des maladies génétiques qui sont là. Et les maladies génétiques, on va dire que c'est des, si vous voulez, entre griffes, des fatalités environnementales ou des fatalités dues, indépendantes de l'humain en quelque sorte. Donc, c'est une inégalité, quoi, que la nature nous a imposée. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir vaincre ça, pouvoir rentrer même, changer les codes génétiques, en fait, les codes génétiques pour pouvoir enlever le dysfonctionnement génétique qui est là. C'est-à-dire, si on prend l'ADN, l'ADN est composé de codes. Il y a une information, voilà, avec des chiffres, si vous voulez, A, B, C, D, ta. Et lorsque c'est mal codé, codifié, notamment par la génétique ou par la nature, pour ne pas dire par Dieu, l'être humain va rentrer dans ces codes génétiques-là et enlever la modification, l'anomalie qui est dans le code génétique est changée. Waouh! C'est l'évolution qui est en train de... Et avec le transhumanisme, on va pouvoir travailler à ralentir le vieillissement. Et il y a beaucoup d'éléments qui permettent qu'on arrive, on est en train d'étudier comment, en fait, comment, je dirais, le processus de vieillissement a été réalisé ou est réalisé. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir retarder ça grâce à l'intelligence artificielle. Alors, la grande question, pourquoi pas supprimer la mort? Parce qu'on se rend compte que malgré les différentes avancées technologiques, malgré tout ce qui est vraiment nouvelle découverte, l'homme a des difficultés à dépasser 120, 126 ans. Difficilement. À partir de là, il s'en va, malgré tout. Donc, la question, c'est de pouvoir casser, et je dirais, cet obstacle, voir ce miracle et laisser l'homme libre cours. À nous aller. Désormais, existence, voilà, pour les siècles des siècles et des siècles. Est-ce qu'on essaie d'imaginer le processus qui est là? Donc, l'objectif de la suppression de la mort, je dirais, mort physique, mort cérébrale, mort, ainsi de suite, voilà, c'est de pouvoir faire en sorte que, voilà. Et une bonne information, peut-être pour vous au passage, c'est le clonage. C'est-à-dire, peut-être en tentation, on sent que ce corps est en train de se fatiguer. On va cloner un autre corps qui va aussi naître, grandir, et l'homme qui était à côté là, même s'il s'en va,
Il est toujours là. Bon, maintenant, je ne sais pas comment ils vont travailler à cloner les autres corps tels que l'âme, tels que les esprits. Mais si on est capable de commencer à penser comment cloner le corps physique, bon, peut-être qu'on peut arriver à cloner aussi, transférer les données voilà, mentales qui étaient dans l'ancien corps vers un nouveau corps. Donc, j'ai juste parlé de tout ça pour vous permettre de voir l'intérêt du sujet, la grandeur du sujet et vraiment tout ce qu'on peut avoir tout autour. Alors, réflexion, spéculation. Mesdames et messieurs, vous voyez que de nos jours, comme je le disais, il y a une course effrénée. On est en train de rouiller à une vitesse inestimable vers ça. Chaque jour, il y a de la création de l'intelligence artificielle. Chaque jour, chaque jour. Et l'intelligence artificielle, on est en train de créer ça à tous les niveaux. Tu veux faire lire un livre, tu vas avoir des données, tu intègres ces données-là, ou bien tu te fais injecter tel ou tel élément. Et si il y a un livre de 800 pages que tu as du mal à lire en peut-être en 3 jours, non, les 800 pages, 3 jours là, non. En 15 minutes, tu as fini de lire tout le livre. On est en train de réfléchir. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir, en fait, toute la dynamique. Pour dire que c'est assez vaste. C'est assez vaste. Voilà. J'ai parlé tantôt du clonage. C'était l'objectif de la réflexion, en fait. Donc, comment travailler à ce que peut-être un jour, l'homme ne meurt plus. Et ceux qui ont peut-être assez fait des recherches sur Metaverse, c'est ce qui est en train de se réaliser. Et si vous prenez, par exemple, les casques virtuels de Apple, on est en train d'évoluer vers cela. Et on est en train de mettre en place une possibilité d'aller faire le show, d'aller faire le shopping, ou bien d'aller se rencontrer là, voilà que nous sommes en train de nous rencontrer ici déjà. Ça, c'est peut-être le plus petit élément. Voilà. C'est la capacité de voyager. Toi, je vais prendre qui? Milogo, Aminata, Bamouni, voilà, Gansonre, Inoussa, voilà, Maïga, vous tous. Objectif, on sera en rendez-vous à Dubaï. Moi, je suis là où je suis, je porte mes casques, je me vois en train d'aller prendre l'avion, je prends l'avion, je suis à Dubaï, je suis descendu dans tel hôtel, je pars à la réception, le réceptionniste me reçoit, il m'installe et il me donne même ma chambre, tout. Il en est de même ainsi. Il en sera en fait de même pour tout le monde, si vous voulez. Donc, chacun de vous. Je demande aux uns aux autres de couper leur micro. OK. Donc, la réflexion, c'est de pouvoir amener chacun de nous, ici, pour le moment, on porte le casque et on est dans une autre réalité. On part à Dubaï, on fait le show, on célèbre, on fait tout ce qu'on a, on visite même, c'est-à-dire tout le monde sort, on marche, on visite tel tour, on visite tel élément, et on revient sous le même, comme si c'était vraiment dans le monde réel. Bon, voilà. Je ne sais pas si les gens pensent à la sorcellerie, mais bon, on est dans l'intelligence artificielle. C'est la réflexion qu'on est en train de mener. Et on se demande si on y arrive. Alors, on devient des superman, des super-humains, des transhumains en quelque sorte. Et c'est l'objet vraiment d'une étude qui est en train de se mettre en place de nos jours. Alors, pourquoi intéressant d'en parler? Intéressant d'en parler parce qu'il y a une théorie qui a toujours évoqué ça et qui en a fait aussi l'objet d'études depuis longtemps. Et la théorie, c'est la théorie ou l'amarquisme. L'amarquisme et l'intelligence artificielle, c'est la réflexion que j'aimerais qu'on mène. L'amarquisme, c'est une théorie de l'évolution basée sur le principe selon lequel les changements physiques survenus dans les organismes au cours de leur vie, tels que la vie actuelle, la progéniture va en fait hériter de ces transformations. Alors,
Si nous prenons lamarckisme avec l'intelligence artificielle, nous allons comprendre que si de nos jours, l'Homo sapiens bénéficie d'une injection ou d'un transhumanisme, c'est-à-dire au fil du temps, la génétique ou faisant, ceux qui vont venir après les transhumains vont hériter de tout ce que nous avons en fait pris par l'intelligence artificielle. Et c'est une théorie, une philosophie qui est revenue à la surface actuellement et qui fait l'objet vraiment de réflexion. Et j'aimerais que les uns et les autres peut-être aussi se pensent sur ces aspects de lamarckisme pour pouvoir mieux comprendre davantage. Alors, pour terminer avec cette présentation, c'est l'homme face aux avancées technologiques. De ce qui précède, nous voyons que le transhumanisme a ses objectifs, avec des objectifs nobles, des objectifs qui vont permettre à l'être humain d'être super-humain, d'être supra-humain, si je peux ainsi le dire, et d'aller même, pourquoi pas, jusqu'à la transcendance. C'est des réflexions. Alors, il y a face à ces avancées technologiques, on peut dire qu'il y a quand même des éléments d'avantage. Des éléments d'avantage parce que de nos jours, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, notre communication s'est améliorée. J'ai parlé de ça dans la réflexion. On a accès à l'information. On a une avancée médicale vraiment remarquable. Le transport, presque à tous les niveaux. L'environnement, la sécurité, les surveillances, les vidéosurveillances. Et c'est très, très amusant. Je vous invite à des fois aller dans certains magasins. Dans des magasins, vous allez voir des choses qui circulent. Des robots qui circulent, qui surveillent. Les robots deviennent comme les humains là. Et c'est eux qui regardent. Vous allez voir juste en haut, les caméras de surveillance là, ça parle. Quand quelqu'un même est en train de faire un faux mouvement là, la caméra indique déjà. Et mieux encore, dans une ville où je connais, et actuellement la sécurité, il y a en fait un robot qui est arrêté comme un policier robot, et qui regarde, qui renseigne, qui donne. Oh, c'est trop magnifique, quoi. Mais donc, il y a une avancée considérable. Et il y a des alertes, c'est-à-dire, même si, par exemple, il y a des caméras actuellement, même au pays, tu installes, s'il y a des mouvements suspects autour de ta résidence, ça envoie une information à ton téléphone et tu ouvres, tu regardes ce mouvement suspect, même à distance. Donc, ça permet vraiment l'autonomie personnelle. Et quand même, on peut dire qu'il y a des avancées. Mais je pense qu'il y a des insuffisances. Et l'une des insuffisances, je n'aimerais pas épiloguer longtemps sur les insuffisances, c'est notre dépendance. Notre dépendance et on risque à un moment donné de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit sans l'intelligence artificielle. Et c'est comme ceux qui souffrent déjà de ne même pas pouvoir sortir sans leur téléphone. Pas parce que leur femme ou leur mari va fouiller le téléphone, mais dès qu'il sort, il est perdu. Parce que sans téléphone, il ne peut rien faire. Alors, pour terminer, je laisse la réflexion sur la 4e révolution industrielle, notamment la révolution 4.0. Et la question qui reste posée, l'homme du futur, est-ce qu'il va être augmenté ou bien même il sera amputé par la technologie ou bien il sera même remplacé par la technologie? Et la question va rester là pour notre réflexion. De ce qui précède, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on va être un jour amputé ou bien nous allons pouvoir vraiment augmenter et on va vivre d'augmentation en augmentation? Sur ce, je vous dis sincèrement merci. Je suis coach Roland Sawadgo. Je suis un life coach. Et ceux qui le souhaitent, on peut avoir des accompagnements ciblés sur plusieurs thématiques en ligne, voilà, en anglais ou en français. Actuellement, je me suis en train de voir même grâce à l'intelligence artificielle, il suffit d'installer un logiciel, tu peux parler presque toutes les langues, voilà, vraiment reconnues de par le monde. Les grandes langues, si vous voulez, tu parles, l'ordinateur traduit en même temps chez la personne. Tu n'as pas... c'est bon, c'est bon. Donc, voilà des possibilités qui sont là. Alors, ceux qui viennent de découvrir les Wake Up Class pour la première fois,
il faut savoir que des Wake Up Class, c'est des sessions, en fait, de conférences, d'animation, de présentations, à la suite des thématiques telles que l'entrepreneuriat, l'éducation financière, le développement personnel, la métaphysique, l'intelligence artificielle, l'africanité. On va parler d'africanité, on va parler de psychologie, de neurosciences, beaucoup de thématiques nous allons aborder et ça sera presque tous les mardis à partir de 20h15 et on va travailler à ne pas dépasser vraiment 1h30, 2h maximum. Sur ce, je vous dis sincèrement merci. Je ne sais pas si Monsieur Sanou est là, oui. Donc, je vais remettre la parole à Monsieur Sanou et s'il y a des questions, je vais me prêter à ces différentes questions. S'il y a des apports, je vais aussi recevoir les apports et surtout, les différentes questions, c'est des échanges pour nous permettre vraiment de comprendre davantage et d'intégrer ces aspects-là que peut-être beaucoup de gens ne sont pas en train de voir voilà, l'avenir ou l'avancée, mais que nous devons quand même voilà, de rester dans la dynamique. Alors, sur ce, je vous dis sincèrement merci. Merci pour la parole.